Bonjour à tous. Donc avec Lionel, nous allons vous parler de culture ouverte, effectivement, puisque nous avons un groupe de travail sur cette thématique. D'ailleurs, nous cherchons toujours de nouvelles personnes pour nous rejoindre. Donc la première question, la valorisation et la diffusion des collections des institutions culturelles est-elle une préoccupation? Alors la réponse est oui, et ce depuis bien longtemps. L'affaire est que pour advenir, il faut des moyens humains et financiers et que souvent les institutions culturelles en manquent. C'est de ce constat qu'est née la Réunion des musées nationaux en 1990, la RMN, qui a plusieurs missions, dont l'une d'entre elles est la diffusion culturelle autour des collections permanentes et des expositions. Donc, de par cette mission, elle se trouve en situation de monopole pour la commercialisation de reproductions d'œuvres d'art qui peuvent prendre tout format. Ça peut être à la fois les beaux livres, les magnettes, les posters, les cartes postales, etc. Donc cet état de fait convenait bien à tout le monde, à toutes les parties, jusqu'à ce que la révolution numérique fasse entrer un nouvel acteur dans le jeu, à savoir le grand public. Donc le grand public, qui est friand d'infos, de partage massif sur Internet, surtout au sujet des contenus culturels, et donc qui veut s'inscrire dans des processus davantage collaboratifs. Donc ce nouveau contexte rend pour nous la RMN désuète, et les institutions culturelles commencent à reconsidérer l'outil numérique. L'affaire, c'est que les principaux établissements culturels sont soumis à un régime dérogatoire. Ils restent libres d'ouvrir ou non leurs données, même si elles sont dans le domaine public. Pourtant, il y a de nombreux atouts à l'ouverture, à la fois pour les établissements culturels, puisqu'il y a l'opportunité de développer de nouveaux produits ou services autour des données publiques culturelles. On va en parler avec un exemple tout de suite après. La possibilité de créer une médiation entre les institutions et l'émergence d'un nouveau type d'entrepreneuriat et la création de modèles économiques inédits. Pour les pouvoirs publics, donc c'est des impulsions nouvelles dans le secteur du tourisme culturel, c'est une possibilité de modernisation et de dynamisation de l'action publique et l'occasion de repenser le service public et aussi une transparence économique. Donc je vais vous présenter le cas du Rijksmuseum aux Pays-Bas, qui est particulièrement frappant et qui prouve qu'on peut avoir un nouveau modèle économique viable autre que celui que nous avons en France. Donc, au sein de ce musée, seuls 8000 objets étaient disponibles sur 1 million. Donc, seuls 8000 étaient accessibles aux visiteurs. Le musée a eu la volonté de rendre les collections d'œuvres d'art appartenant au domaine public disponibles en ligne. Alors, disponibles, à savoir 150 000 images en haute résolution qui étaient visualisables, téléchargeables, remixables, copiables et utilisables par tous. Donc, quels étaient les objectifs de ce musée? Premièrement, aiguiser l'intérêt du public, puisqu'ils ont fait le pari de dire qu'on va inciter ainsi les visiteurs à venir sur place. Donc, 6 499 images ont été téléversées sur Wikimedia Commons, ce qui a représenté plus de 10 millions de vues de ces images-là. Donc, on peut penser que justement, ça va amener un public différent. Le deuxième objectif, c'était lutter contre les représentations non officielles sur le web. Le fait de mettre des images de bonne qualité et des sources viables, rapidement, les différents moteurs de recherche les ont positionnés en priorité. Donc, c'est le cas sur les plateformes de diffusion telles que Wikipédia, par exemple. Et le troisième objectif, c'était pour eux d'augmenter leurs sources de revenus, puisque contrairement à ce qu'on pouvait penser, le fait d'avoir mis des images justement disponibles, ça a fait augmenter d'autres ventes, puisque ces images-là aussi sont disponibles en très haute définition, donc on peut les acquérir pour 40 €. Mais loin de voir les ventes s'écrouler, c'est le contraire qui s'est produit. Au-delà de ça, ce musée a été invité à moult conférences ainsi que dans les médias. Et du coup, cela a occasionné de nouvelles subventions et de nouveaux partenariats avec le secteur privé. Donc c'est vraiment un modèle à retenir. Alors la question c'est comment est-ce qu'on peut s'inspirer de ce genre d'exemple pour avancer en France et essayer d'arriver à une ouverture de la culture, une ouverture dans les musées, dans les bibliothèques, dans les archives,
et à faire en fait en sorte qu'on arrive à une diffusion et un rayonnement de la culture française grâce au modèle open. Alors, vous savez qu'avec la loi numérique qui rentre en vigueur à la rentrée, toutes les administrations vont être soumises à ce qu'on appelle un principe d'open data par défaut dorénavant. C'est-à-dire toute donnée créée par une administration, en principe, doit être ouverte, publiée en ligne et rendue réutilisable. Mais la loi a gardé une exception dans son régime pour les institutions culturelles qui vont être les seules à pouvoir, en principe, continuer à tarifer leurs données, y compris quand elles correspondent à des œuvres qui appartiennent au domaine public. La Joconde, la Vénus de Milo, tout ça reste sous un régime où on va pouvoir continuer à mettre des redevances de réutilisation. Mais ça ne veut pas dire que les institutions culturelles ne peuvent pas ouvrir leurs données. Ça veut dire qu'elles doivent le décider, elles doivent le vouloir et elles doivent le choisir. Alors, notre idée, c'est de se dire, qu'est-ce qui manque pour faire un déclic? Qu'est-ce qui manque pour vraiment changer la donne? Eh bien, il nous semble qu'il manque un écosystème favorable qui inciterait les institutions culturelles à prendre cette voie de l'open. Et c'est pour ça qu'on a été très intéressé et très inspiré par le modèle d'open law qui vous a été présenté tout à l'heure, qui a réussi en fait ce pari en donnant le cadre en fait favorable à l'ouverture dans le domaine du droit, qui n'était pas du tout le domaine le plus favorable à ce genre de démarche, mais qui a réussi à le faire en créant ce qu'on peut dire un cadre de partenariat public-privé commun. Comment mettre ensemble autour d'une table les acteurs publics, qui ont en général les données, des acteurs privés, qui sont des leviers d'innovation et des leviers importants pour l'ouverture, et les acteurs des communs, dont en France, nous avons Wikimedia qui en est un important, mais il y a d'autres communautés aussi autour des musées. Il y en a une qui s'appelle Muséomix, qui est aussi très importante, et qui essaye de réinventer la manière dont les musées se pensent au XXIe siècle. Donc l'idée, ce serait de se dire, est-ce que Culture Ouverte ne peut pas s'inspirer de ce modèle d'open law et mettre en place un cadre de partenariat public-privé commun pour favoriser l'ouverture sur une base volontaire dans nos institutions culturelles. Le sujet, si vous voulez, c'est d'essayer de repenser la question économique qui est derrière tout ça. Les institutions culturelles, en général, nous disent que numériser leur collection coûte très cher et qu'elles ont besoin de financement pour le faire. Mais il y a une autre manière de voir une valeur dans ces données numériques. Au Royaume-Uni, l'Office de la propriété intellectuelle a fait un rapport qui s'appelle Copyright and the Value of Public Domain, où ils ont essayé de savoir si le domaine public avait une valeur économique, et ils l'ont pris au sens de valeur d'usage. Ils sont allés voir des dizaines d'entreprises qui peuvent être des éditeurs, des entreprises qui peuvent être dans le domaine du design, dans le domaine même du jeu vidéo, et qui réutilisaient des œuvres du domaine public. Et ils ont montré dans ce rapport que lorsque ces entreprises avaient un accès libre et gratuit à ces reproductions de bonne qualité d'œuvres, et bien ensuite, ils étaient capables de générer de la valeur et que cette valeur était considérable. Et donc ça nous montre que l'ouverture des données culturelles permettrait de libérer cette valeur d'usage et d'enclencher ce cycle vertueux qui est celui qu'on va retrouver dans tout l'open data en France et qui pourrait aussi se produire dans le domaine de la culture. Pour terminer, peut-être on pourrait dire, vous savez, il y a cette phrase de Jean Monnet qui disait à propos de la construction européenne, si j'avais su, j'aurais commencé par la culture. Donc pour l'open data, la France n'a pas fait le choix de commencer par la culture, elle a même laissé la culture à part. Mais il nous semble qu'en fait, le défi, il n'est pas du tout perdu, il peut être relevé, mais c'est à nous, ensemble, de trouver des conditions favorables pour le faire. Je termine juste en disant qu'on va faire un atelier demain, qui sera Culture Ouverte, dans le cadre de ce sommet, pour essayer de réfléchir aux premières briques que pourrait être Culture Ouverte et de trouver des pistes ensemble pour enclencher ce projet. Donc demain après-midi. Demain après-midi. Pour ceux que ça intéresse. Voilà. Merci. Merci.